cette nouvelle histoire dramatique, je vais te raconter ce qui est arrivé à Sophie il y a de nombreuses années, plusieurs dizaines d'années en arrière. Sophie a 18 ans, elle fait partie d'une bonne famille, une famille ouvrière, des gens qui s'en sortent, plus ou moins. Elle a une sœur, Michel, avec un E. Elles ont à peine 1 an ou 2 d'écart, exactement de la même génération. Autant Michel est une jeune fille studieuse. Elle étudie la musique, elle étudie plus précisément le violon. Quand ils ont fini le repas, elle fait la vaisselle. Quand sa mère cuisine, elle aide sa mère à cuisiner. Bref, c'est une fille modèle. Michel est une fille modèle. Sophie, c'est tout le contraire. Sophie, elle a... Des gens de l'époque de mes parents diraient, elle a le feu aux fesses. Sophie, elle n'a qu'une envie, c'est de s'amuser, de vivre, de danser, de chanter. Et elle est pleine de vie, mais alors, elle n'est pas très courageuse. Elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire plus tard dans la vie. Et d'ailleurs, quand son père lui demande, elle lui dit « J'en sais rien, t'as qu'à m'envoyer à Paris. » Et non, tu n'iras pas à Paris parce que tu n'as rien à faire à Paris. Tu vas rester ici et tu vas apprendre un métier. Mais je ne veux pas, je veux faire ce que je veux aller à Paris. Et un jour ou l'autre, j'irai de toute façon. Et puis les parents lui disent non, non, non et non. Et elle dit oui, mais Michel, elle va bien y aller. Elle, pour ses cours de violon, vous acceptez de l'envoyer étudier là-bas. Vous avez qu'à m'envoyer avec elle. On partagera la même chambre et je travaillerai. Je te promets, papa, je travaillerai. Mais je paierai ma part. Non, non, non et non. Le repas se termine, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Le père veut pas. La mère, elle fait comme le père il dit, point final. Et Sophie va dans sa chambre, elle pleure. Ouais, il y en a marre, elle claque la porte et tout ça. Et puis le repas se termine, la vaisselle terminée, voilà. Et du coup, donc Michel, sa sœur, la rejoint dans la chambre et lui dit t'es bête. Pendant que Sophie est allongée sur le lit, en train de gémir, ou pleurer, ou de gémir, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Sa sœur, pendant qu'elle se déshabille, donc Michel lui dit t'es bête, tu sais pas t'y prendre avec les parents. T'aurais dû me demander, je t'aurais aidé, j'aurais essayé d'argumenter. Ça serait faisable, mais tu t'y prends mal à vouloir leur imposer ça, tu t'y prends mal. Oh, tu m'écoutes? Sophie, tu m'écoutes? Et puis elle la secoue. Mais Sophie, qu'est-ce que t'as? Et Sophie, Sophie, elle a avalé des cachets. Elle a avalé des cachets pour essayer de convaincre ses parents. Elle a pris le risque de prendre des médicaments pour se suicider, ou en tout cas, une tentative de suicide, on va dire. Et sur cet entrefait, qu'est-ce qu'ils vont faire les parents? Ils cèdent, ils ont peur. Alors du coup, ils disent ok. Vous partez toutes les deux. Michel, on te confie Sophie. Sophie fait en sorte de faire ce qu'il faut pour que Michel ne te vive pas comme un fardeau. Elle a ses études à faire. Toi, il va falloir que tu bosses. Tiens ta promesse. Ok. Et elles partent toutes les deux. Elles se retrouvent dans une petite chambre de bonne à Paris. Mais alors vraiment toute petite. Il faut enjamber le lit pour ouvrir la fenêtre. Enfin vraiment, c'est galère. Et puis, au début, Sophie se promène comme ça dans les rues de Paris, ouais, c'est joli, tout ça. Puis elle commence à s'ennuyer, parce que sa sœur, elle fait des études, elle n'est jamais là. Et Sophie, elle n'a pas tellement envie de travailler. Elle se dit, bon, il faut que je cherche du boulot. Et puis elle va se promener. Et puis elle traverse la rive. Et elle se retrouve, par le plus grand des hasards, à aller prendre un petit café dans un petit bar. Et à cette époque-là, les bars sont bondés, parce que même un ouvrier a assez d'argent, on va dire, pour se payer un petit café ou une petite bière, tu vois, ou même un Monaco. Et elle va dans un bar. Et puis elle rencontre des gens, des jeunes gens de son âge, de son acabit, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des jeunes qui ont envie de s'amuser, qui n'ont pas tellement envie de bosser. C'est des jeunes qui ont entre 18 et 22, 23 ans. Alors ils se racontent entre eux, et toi qu'est-ce que tu fais pour gagner des sous? Il y en a un, il dit moi je fais la babysitter. Il y en a un autre, ma foi, il est beau garçon. Alors quand une femme veut bien passer la nuit avec lui, ma foi, il peut récupérer un petit billet. Ils ont des idées comme ça, sans trop se fouler, gagner un petit peu de sous, vivre la jeunesse à fond. L'important c'est de s'amuser, c'est de danser, et c'est de vivre l'amour avec légèreté. Et puis le temps passe, et un dimanche,
Sophie, toute nue dans le lit, elle se prend pas la tête, elle n'a pas envie de bouger. Michel lui dit, bah écoute, il faut aller chercher du sucre, on n'a même plus de sucre, on est dimanche matin, c'est midi, là ça va fermer, bouge-toi. Oh non, tu m'embêtes. Et l'autre, elle se met un petit disque sur le tourne-disque, elle fume sa clope, elle dit, c'est bon, t'as qu'à aller chercher ton sucre. Et du coup, Michel, bah, elle va chercher le sucre, hein, comme elle dit, je m'appuie encore les courses. Elle va chercher le sucre, et pendant ce temps-là, quelqu'un vient taper à la porte. Sophie n'a rien à faire, elle continue de mettre sa musique, elle se tortille des fesses sur son lit, elle s'amuse, elle n'en a rien à faire, elle répond pas, et donc la porte s'ouvre. Bonjour, excusez-moi, je cherche Michel. Ah bah vous n'avez pas de chance, vous venez juste de la louper, elle est partie chercher du sucre. Bon bah je vais aller dehors, je vais aller l'attendre. Non, non, mais restez là, je vous en prie. Puis elle continue de mettre sa musique et se tortiller. Et là, il s'appelle Antoine. Et il est là, figé sur ce jeu, sur cette silhouette qui se dandine dans le lit comme ça. Elle est à plat ventre, elle se tortille des fesses. Le drap recouvre son corps, mais on suppose ses courbes. Elle est très jolie, très bien faite. Elle a 18 ans, 19 ans, elle est très mignonne. Et il est figé. Et elle lui dit, ben, il a peut-être un nom, le copain de ma sœur. Alors il lui dit, bah, écoutez, bonjour, je me présente, je m'appelle Antoine, on fait de la musique ensemble. Puis il commence à lui expliquer ce qu'ils font comme musique, c'est-à-dire de la musique classique, violon. Et lui, son truc à lui, c'est pas tellement, enfin, il a fait de la musique, bien sûr il pratique la musique, il étudie la musique, mais c'est surtout devenir chef d'orchestre. C'est sa très très grande ambition. Et elle lui dit, bah dites donc, on ne doit pas s'ennuyer avec vous, hein. Et elle l'envoie un petit peu bouler. Sur cette entrefaite, Michel arrive. Qu'est-ce qui se passe? Et Michel est outré de voir sa sœur à moitié nue comme ça devant son copain. Mais ça n'est pas son chéri. C'est quelqu'un qu'elle apprécie beaucoup. Ils font de la musique ensemble. Et elle a des vues sur lui. Michel a des vues sur Antoine, mais elle n'en a jamais parlé à personne. Et Sophie, elle se dit, tu parles d'une hypocrite. Elle aurait pu me le dire, je suis sa sœur. Bref. Les jours passent. Sophie continue de vivre une espèce d'errance, de débauche, mais c'est pas une débauche bien grave. Elle se laisse vivre, elle se foule pas. Pendant ce temps-là, sa sœur continue de bosser comme une malade. Elle travaille son violon, elle travaille ses cours. Voilà, elle veut vraiment réussir dans la vie. Et elle travaille beaucoup avec Antoine. Sauf qu'Antoine, alors Michel aime beaucoup Antoine et elle a des vues sur lui, mais c'est une époque où les filles de bonne famille, on va dire, étaient très réservées et en gros, limite, elle attendait presque une demande en mariage hein, pour pouvoir aller plus loin, ou en tout cas la certitude de l'idée de l'investissement du garçon. Donc du coup, elle va pas plus loin, mais elle en meurt d'envie. En tout cas, elle pense vraiment qu'un jour, peut-être, elle pourrait se marier avec lui. Parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts communs et finalement, ils se ressemblent beaucoup. Très sérieux, voilà. Sauf qu'Antoine, ben, il a complètement flashé sur Sophie. Et du coup, il vient la voir régulièrement. Et puis Sophie, elle, ben, de temps en temps, elle a un amant, de temps en temps, elle n'en a pas, de temps en temps, elle a plein de copines qui viennent la voir. Et ça se passe pas tellement bien avec sa sœur. Et elle voit de plus en plus souvent Antoine qui vient la voir, mais il se passe rien. Elle se refuse même à lui. Comme elle lui dit, t'es bien sympa, mais enfin, t'es quand même une patate, quoi. Elle se fout un peu de lui, quand même, tu vois. Et puis, les deux sœurs se disputent. À un moment, Michel lui dit, c'est bon, il y en a marre. Tu fais pas le ménage, tu fais pas les courses, tu veux pas bosser, tu gagnes pas d'argent. C'est moi qui finalement investis tout. Et au bout du compte, c'est quand même à papa que ça revient de payer tout ça. Donc, tu t'en vas. Moi, j'en ai marre. Je veux pouvoir réussir mes études. Et c'est pas avec une traînée dans ton genre que je vais m'en sortir. Casse-toi. Du coup, Sophie se dit, ok, c'est bon, je remplis ma valise et je m'en vais. Et puis du coup, elle a un amant. Elle a trouvé un amant du même âge qu'elle, chez qui bah, elle peut être créchée, elle peut crécher un petit moment. Et puis après, elle trouve chez une autre, puis chez une copine. Elle a une copine anglaise qui vient justement à Paris pour faire les études. Et donc, elle partage la chambre avec elle. Elle lui donne la moitié du prix de la piole. Et elle continue de voir Antoine. Et Antoine, il insiste de plus en plus. Il essaye de l'embrasser, de la prendre dans ses bras. Dès qu'il a une occasion dans un coin de rue, dans une ruelle ou autre, il essaye de l'embrasser. Et elle veut pas. Mais elle passe quand même 2-3 semaines avec lui comme ça, tous les jours. Bien sûr, Michel n'est pas au courant. Et puis, un jour, elle en a marre. Elle dit, écoute, tu veux vraiment qu'on baise? Tu veux qu'on couche ensemble? Allez, viens.
Elle demande à sa copine, l'anglaise, là, allez, laisse-nous la piole, là. Bah, l'autre, elle dit, bah, oui, mais attends, allez, tu me laisses la chambre, j'en ai pour de bonnes heures. Il me foutra la paix. Et ben l'autre, elle lui dit, bah, bon courage, hein. Elle dit, Antoine, bon courage, hein. Bon, entre eux, ils se comprennent tous, hein. Du coup, l'anglaise sort de la chambre, elle va se chercher un sandwich en centre-ville, et pendant ce temps-là, Sophie et Antoine, enfin, se décident à avoir un rapport sexuel, on va dire. Et Sophie est vraiment blessante, on va dire. Allez, elle lui dit, allez, c'est bon, allez, serre-toi, on n'en parlera plus, tu me foutras la paix. Ouais, il lui dit, arrête, écoute, non, c'est pas comme ça que je veux. Elle lui dit, bon, allez, ok. Et là, ils ferment les volets et ils attaquent. Et il se passe ce qui doit se passer. Et là, ils s'y attendent pas, mais c'est littéralement magique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle accepte de l'approcher beaucoup plus, d'avoir une vraie intimité avec lui, elle tomberait dingue amoureuse de lui. Ça se passe très bien. Et donc, du coup, elle est folle amoureuse de lui, il est fou amoureux d'elle. Et elle va le voir régulièrement, donc, quand il fait ses entraînements, on va dire ça comme ça, de musique. Tu sais, il est futur chef d'orchestre. Donc, régulièrement, il loue une salle avec des musiciens. Il y en a bien une quarantaine. Il joue de la grande musique classique. Et quand il faut, ben, elle va le voir. Elle reste au fond de la salle. C'est une salle qui n'est pas chauffée. Elle reste au fond de la salle. Elle attend. Elle est folle amoureuse de lui. Et un jour, il est le chef d'orchestre donc d'une séance d'entraînement. Et sa sœur joue du violon. Et puis sa sœur voit Sophie arriver. Et pendant qu'elle joue le violon, elle se dit, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Et donc elle fait une fausse note. Antoine la reprend. Oh, Michel, qu'est-ce que tu fais là? Donc, elle se ressaisit et tout. Elle rejoue du violon. Hein. La séance se termine. Et puis ils ont un jeune copain en commun qui lui dit, bah dis donc, ta sœur, elle s'embête pas avec Antoine, hein? Quoi? Et alors là, Michel, elle avance comme ça vers Sophie en se disant, je vais lui en coller une, mais elle va s'en rappeler. Et là, la guerre est déclarée entre les deux sœurs. Elle avance vers elle, Sophie, elle lui dit, espèce de petite garce, comment as-tu pu me faire un truc pareil? Tu savais? Et Sophie, non, je t'en supplie, ne m'en veux pas, pardonne-moi. C'est pas quelque chose que j'ai voulu, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Ça nous est tombé dessus. Je te demande pardon, Michel, je t'en supplie, pardonne-moi. Sophie, à cet instant-là, elle est sincère. Elle est vraiment désolée pour sa sœur. Elle n'a pas voulu lui piquer son amoureux, parce qu'ils n'étaient pas un amoureux. C'est comment tu l'appelles, Michel, qui espérait vivement avoir un futur possible avec Antoine, parce que vraiment, ils avaient une très belle complicité. Mais il ne se passait rien entre eux. Et Sophie est vraiment navrée, désolée, embêtée. Mais elle ne peut pas quitter Antoine, elle est folle amoureuse de lui. Et là, sa sœur Michel lui dit, t'es une belle garce, je te pardonnerai jamais, jamais. Et sur cette entrefaite, elle s'en va. Antoine arrive et Sophie se jette dans ses bras. Elle l'a entendu jouer cette musique merveilleuse et elle l'embrasse et ils s'assoient tous les deux. Et il lui dit, tu te rends compte? Il lui dit, tu te rends compte la chance que j'ai? Je vais avoir 40 mecs là qui vont venir, je vais pouvoir m'entraîner avec eux. C'est un ambitieux, il pense qu'à ça. Il lui dit, mon amour, tu sais ce qu'on va faire? On va se marier. Elle lui dit, quoi? Déjà? Elle dit, mais on n'a même pas 20 ans. Il lui dit, c'est pas grave, on se mariera. Je t'aime, je veux vivre avec toi, je veux devenir chef d'orchestre et je vais réussir ma vie. Et elle est, waouh, je pensais pas que ça allait m'arriver, quoi. Tu vois, elle se dit, oh, c'est mon prince charmant, tu vois. Elle est folle amoureuse de lui, elle est ravie, elle se dit, c'est la chance de ma vie, il est beau, il est intelligent, il m'aime, il va faire de moi une vraie dame, j'ai réussi, je suis contente et même les parents vont être contents. Et puis la petite histoire continue de se fréquenter, le temps passe, les jours passent, les semaines passent, et Antoine, lui, il loue une chambre dans une pension de famille. Et c'est une femme de l'époque, on va dire, tu sais, quand elle s'ennuie, elle écoute la radio et elle tricote. Hein. Donc c'est une femme pieuse, on va dire, qui garde cette petite maison et qui loue une chambre à Antoine. Et donc, bien sûr, pour que
elle accepte que Sophie lui rende visite régulièrement, voire même tous les jours. Et ben Sophie est obligée un peu de se déguiser en fille de bonne famille. Donc au lieu d'avoir cette allure un peu désœuvrée, c'est-à-dire les talons aiguilles et la jupe un peu trop moulante, et ben elle s'habille en jupe plissée avec des petites couettes. Elle essaye de faire de ressembler à une fille modèle, on va dire, de l'époque, hein, des années 50 ou 60. Et ça fonctionne bien. Parce que du coup cette dame accepte que Sophie vient rendre visite à ce charmant garçon qui est Antoine, et comme ça Antoine joue du piano pour faire plaisir à cette dame en présence de Sophie qui tourne les pages. Sauf que dès qu'ils ont tourné, ils vont dans la chambre et les galipettes ça y va, ils s'amusent, ils sont amoureux, ils font l'amour sans arrêt, et sauf qu'à un moment Sophie elle lui dit bon bah écoute, j'aimerais bien qu'on aille danser. Ben, il lui dit, là, je ne vais pas pouvoir. Et il lui dit, peut-être mardi. Elle lui dit, encore, faut attendre. Elle dit, bon sang, il y en a que pour ta musique, mais moi, je vis rien. Je passe mon temps à te regarder, ou alors on passe le temps au lit. Mais qu'est-ce que je vis? Moi, je suis jeune, j'ai envie de vivre, j'ai envie de danser. Il lui dit, ok, on ira mardi. Et elle lui dit, ben, ok, parce que là, moi, j'en ai un petit peu marre. Et puis, finalement, au moment d'aller danser, ben, il peut pas. Il n'a pas le temps. Et c'est remis à plus tard, jusqu'au jour où ça devient compliqué pour Sophie parce que elle n'a pas d'argent, elle ne gagne pas d'argent, elle fait rien. Il lui dit, écoute Minou, moi je voudrais bien te nourrir, t'entretenir, sauf que pour le moment j'apprends. Donc quand je travaillerai, tu seras ma femme et effectivement je t'entretiendrai. Et en gros, tu tiendras la maison et tu me feras des enfants. Mais pour le moment, il faudrait quand même que tu trouves un boulot. Donc elle va au café où elle a l'habitude d'aller, elle va boire un café avec les copains et avec Antoine, parce qu'il n'est pas non plus fermé à ce qu'elle parle à ses potes. Et puis il cherche dans les journaux. Tu sais, dans le temps, c'était pas Internet, hein, c'était des journaux écrits, une presse écrite, et il y avait des petites annonces. Puis ils épluchent et à un moment, ils tombent sur un truc, tiens, on cherche une vendeuse qui présente bien. Et à un moment, elle fait voir aux copains, bah ouais, mais regarde mon pull, il est troué, quoi. J'ai vraiment rien, j'ai pas de vêtements, je peux pas être vendeuse, quoi. Et là, un homme passe, hein, il vient chercher ses cigarettes dans le bar, un homme passe et il dit, je cherche quelqu'un qui serait capable de tenir le vestiaire pour une boîte de nuit. Tout ce que je demande, c'est à ce que la jeune fille soit jeune, belle, présente bien et qu'il soit aimable avec la clientèle. Ouais, il lui dit, moi je veux bien. Antoine, il dit, ça va pas, non? Il dit, c'est une boîte de nuit, tu crois pas que je vais te laisser bosser dans une boîte de nuit? Mais elle lui dit, mais oui, mais moi je veux gagner ma vie et j'ai besoin de gagner de l'argent. Et du coup, écoute, et le monsieur insiste. Il dit, moi, si tu veux, il dit à Sophie, ce monsieur, le patron de cette boîte de nuit, il dit, si tu veux, Sophie, enfin, il la connaît pas encore, il dit, si tu veux, ou si vous voulez, la place est pour vous. Antoine ne veut pas, Sophie en a rien à faire. Et elle y va. Elle va aller travailler dans ce cabaret, dans cette boîte de nuit. Hein. Et du coup, elle devient, je sais pas, l'ouvreuse, hein, je crois que ça s'appelle. Tu sais, à l'époque, quand il y avait des boîtes de nuit, il y avait une nana qui récupérait, tu sais, les vêtements au vestiaire. Elle est la vestiaire, tu vois. Et puis, bien sûr, elle récupère des pourboires. Elle est très jolie, c'est une très très jolie nénette. Elle adore danser, elle adore mettre des vêtements moulants, des grands décolletés. Elle n'est pas à outrance, mais elle est sexy. Elle est sexy. Et quand elle va là-bas, elle a énormément de succès. Elle ramasse des petits pourboires à droite, à gauche, elle s'amuse. Elle danse 30 secondes avec les clients et puis elle leur donne leur manteau. Le patron adore. Il lui dit, allez, au boulot. Alors, il l'envoie distribuer des cigarettes, servir des plateaux avec des coupes de champagne. Et puis, elle retourne au vestiaire. Elle a beaucoup de boulot et elle gagne de l'argent. Et Antoine trouve que c'est totalement indécent comme travail, que ça n'est pas normal que la future femme de sa vie fasse ce genre de boulot. Ça ne fait pas partie de son éthique, ça ne fait pas partie de son éducation. C'est hors sujet pour lui, c'est pas possible. Il n'arrête pas de lui faire des scènes, et puis il lui fait des scènes de jalousie. Parce qu'il s'aperçoit que tous les hommes la regardent, tous les hommes aiment danser avec elle, et lui, il la veut que pour lui, tu vois. Et il lui fait des scènes de plus en plus. Et à un moment, le patron, il dit à Sophie... bien gentil ton chéri là, mais il commence vraiment à me saouler, il va falloir qu'il aille faire ses scènes ailleurs parce qu'il perturbe la clientèle. Hein. Et elle lui dit, mais tu comprends, donc tu vois son patron, ils sont potes, hein, tu vois, et elle lui dit, tu comprends, je l'aime, je veux pas le quitter, donc il faut être patient, il finira par s'adapter. Et le patron laisse comprendre à Sophie que si elle veut quitter Antoine, lui, il veut bien une petite aventure avec elle. En tout cas, il dirait pas non.
Et elle lui dit non, non, non. Elle dit, je t'assure, donc tous les soirs, il la ramène, parce qu'elle finit à 4 h du matin. Donc tous les soirs, il prend sa petite décapotable, une Triomphe, hein, et puis il la ramène chez elle. Et donc chez elle, eh ben, soit elle vit chez sa copine anglaise, ou soit des fois, elle arrive à rentrer en douce et elle va dormir avec Antoine. Et il la dépose régulièrement, jusqu'au jour où Antoine se méfie. Il est caché à 4 h du matin dans un petit coin de la rue. Il se cache et il veut voir ce qui se passe. Et il la surprend en train de monter dans la voiture avec le patron. Et là, il l'arrête. Qu'est-ce que tu fais, salope? J'en étais sûre, tu me trompes. Elle lui dit non, je te jure, je fais rien. Il fait que me ramener. Et le patron lui dit, calmez-vous mon grand, il se passe rien entre elle et moi, je ne fais que la ramener, toi ta gueule. Et donc il s'en va. Antoine s'en va, il dit c'est terminé entre nous. Elle sort de la voiture, non je t'en prie, ne me laisse pas. Elle lui court après, elle le rattrape dans la rue, t'entends le claquement de ses talons aiguilles dans la nuit noire sur les pavés. Et non je t'en supplie, ne me quitte pas, je te jure, je t'ai pas trompé, j'ai pas fait de bêtises, j'ai rien fait de tout ça. Et il lui dit, tu te rappelles, une fois, on était en train de se promener dans le centre-ville, on était avec tous les copains. Et puis il y a ce mec, David, qui est passé avec la moto. Rappelle-toi, t'es parti avec la moto. Je t'ai attendu toute la nuit, tu devais faire juste le tour du pâté de maison, juste pour s'amuser comme ça, parce qu'il avait une moto géniale. Tu n'es pas rentré, je t'ai attendu toute la nuit. Le lendemain, on a été, je devais jouer de l'orgue pour un mariage. Tu m'as suivi, rappelle-toi, t'étais peut-être en extase devant ce moment de mariage avec l'orgue et tout ça, mais t'étais bien fatigué. T'avais fait quoi avec cet homme-là? Tu crois que je vais te faire confiance? T'es pas rentré de la nuit. Je suis sûre que t'as couché avec David et je suis sûre que tu couches avec ton patron. Je te jure que non. Même si j'ai fait des bêtises, je te demande pardon, mais je ne te trahirai pas et je ne te trompe pas avec mon patron, je te le promets. Il a rien voulu savoir. Elle lui dit, tu veux rien savoir? Ben, puisque c'est comme ça, je me tire. Il lui dit, c'est bon, casse-toi, tu vaux rien. Et elle prend la décision de se barrer. Elle dit au patron, elle monte dans la petite décapotable, elle dit, allez, c'est bon, tu m'emmènes où tu veux, on passe la nuit ensemble, il aura ce qu'il aura voulu. Il lui dit, t'es sûr? Le patron lui dit, t'es sûr? Elle lui dit, oui, j'en ai plus rien à faire, terminé, il veut pas me faire confiance, il veut me faire des scènes, et ben au moins il me fera une scène pour quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Et ben, elle va passer la nuit avec son patron. Elle va coucher avec son patron. De rage, de colère. Et là, la relation est complètement cassée entre elle et Antoine, c'est fini. Les jours passent. Elle se dit, je m'en fous. Les semaines passent, elle s'en fout de moins en moins. Voire elle tombe malade, elle n'a plus envie de manger. Elle fait que fumer, elle picole, elle fait que fumer. De temps en temps, ça lui arrivait dans le temps de faire une petite passe pour gagner un petit billet. Ben là, elle ne veut même plus, elle n'a plus goût à rien. Ses copains lui disent, les copains, voire même les amants qu'elle a eus, lui disent, écoute Sophie, il faut que tu te secoues là, parce que ça fait, les mois ont passé, ça fait déjà 6 mois que c'est fini avec Antoine. Laisse tomber, passe à autre chose. Elle dit, non, je peux pas, c'était l'amour de ma vie. J'ai fait l'idiote, je l'ai perdu, je m'en remettrai jamais, je me pardonnerai jamais. Je ne peux pas vivre sans lui. Et puis le temps passe et elle déprime de plus en plus. Et puis le bruit circule parmi tous ses amis dans les bars où elle va, tout. Le bruit circule que peut-être bien qu'elle aurait acheté une arme. Quelle est son idée? Certains se disent peut-être qu'elle veut se foutre en l'air, peut-être qu'elle risque de se mettre une balle dans la tête. D'autres disent, mais non, c'est du chantage affectif, elle fait son intéressante, comme d'habitude, tu sais bien, Sophie, elle aime bien briller, elle aime bien qu'on la remarque, et là, du coup, comme Antoine l'a laissé tomber, ben, elle ne sait pas quoi faire pour se rendre intéressante. Et puis, il y en a d'autres qui disent, et si elle le tuait? Va savoir, il y a peut-être un danger. Et puis, le bruit circule jusqu'aux oreilles d'un copain à Antoine qui, lui s'en est remis. Il a laissé tomber, elle l'a laissé tomber ce soir-là, parce que lui, de toute façon, il était décidé aussi à la laisser tomber, il n'en pouvait plus de ses tromperies ou de ses pseudo-trahisons, il n'en pouvait plus d'être jaloux, et en plus, il n'arrivait pas à travailler comme il voulait, donc il a estimé que finalement, c'était une bonne chose pour lui de s'être séparé d'elle, même si, au fond de lui, il a encore envie d'elle, il sait que de toute façon, ce n'est pas une bonne idée. Et puis, de toute façon, il s'est finalement engagé avec Michel, la sœur de Sophie. Donc, il s'est engagé en promettant à Michel qu'il allait l'épouser plus tard quand il ferait carrière. Et Michel, elle n'a pas connu d'autre homme. Autant Sophie est canaille et que même à 18-19 ans, elle n'est déjà plus vierge depuis un petit moment. Par contre, Michel, elle est vierge et elle attend le grand amour. Et elle compte effectivement, au bout du compte, qu'elle a récupéré Antoine, se marier. Elle lui est fidèle et elle l'attend. Et elle reste chaste. Un soir, Sophie n'en peut plus.
Elle se promène dans les rues de Paris comme ça, elle est habillée en guenille, elle se coiffe plus, elle a plus envie de manger, comme je te dis, elle fume, elle boit, elle est désœuvrée, elle est totalement déprimée de l'avoir perdue, elle est dans le désespoir total. Et puis, elle marche dans une rue animée où il y a une vitrine. Et dans cette vitrine, il y a des télévisions, tu sais, avec les tubes cathodiques, hein, comme à l'époque. Et il y a 5-6 écrans comme ça, peut-être 7-8 même, écrans dans cette vitrine. Et on ne voit qu'une seule personne, un chef d'orchestre. Sur toutes les chaînes, c'est la même chaîne. Sur tous les écrans, c'est la même chaîne. On voit un chef d'orchestre qui est en train de battre la musique comme ça, de dos. Et quand il se retourne, c'est Antoine. Et là, elle est complètement figée. Et elle se dit, sans lui, je suis rien, quoi. C'est pas possible, je peux pas. Elle rentre chez elle, elle pleure, elle finit par s'endormir tard le soir, tôt dans le matin, je dirais. Elle se réveille en sursaut. Elle se dit, non, il faut que j'en ai le cœur net, il faut que je tente. Mais elle ne sait pas qu'Antoine s'est engagé avec sa sœur Michel. Elle ne le sait pas. Elle se dit, allez, je m'habille, je prends un taxi, j'y vais, je vais voir. Il faut que je sache. Et donc, elle va taper à la porte de Antoine. Antoine lui ouvre et il dit, qu'est-ce que tu veux? Ça doit être 2 h du matin, elle est ébouriffée, elle lui dit, je sais pas. Il lui dit, tu sais pas, bah ok, casse-toi. Non, non, elle lui dit, laisse-moi rentrer, je t'en supplie, laisse-moi rentrer, il faut que je te parle. Il dit, bon allez, vas-y, parle-moi, dis-moi ce que tu as à me dire, et après laisse-moi dormir, moi j'ai du travail demain matin. Il la laisse rentrer, il dit, vas-y, je t'écoute. Elle lui dit, écoute, je te demande pardon, Antoine, j'aurais jamais dû, je t'aime, je suis perdue sans toi, je suis désespérée. Et elle est sincère, elle est vraiment très, très malheureuse. Elle espère vraiment qu'il va... Et il la prend dans ses bras, il lui dit, t'es qu'une catin. Il dit, tout Paris t'est passé dessus, il dit, il n'y a que le train qui t'est pas passé dessus. Il dit, oui, je t'ai aimé, oui, j'ai été fou de toi, mais maintenant, j'en ai marre, je vais me diriger autrement, je vais diriger ma vie autrement, avec toi c'est fini, et merci d'être ce que tu es, c'est-à-dire une traînée, parce que au moins je sais que j'ai rien à attendre de toi. Et là il la prend dans ses bras, il l'embrasse, il la couche par terre, et il la prend comme une bête par terre. Le lendemain matin, elle est toute contente, elle enfile le peignoir, alors mon chéri on se retrouve, elle vient dans ses bras, elle arrive par derrière, elle le prend dans ses bras. Mon amour, mon chéri, on se retrouve où à midi, au café de la gare, comme autrefois. Il lui dit, non, non, t'as pas compris. Il lui dit, c'est un moment d'égarement. On était bien, hein, c'était bien cette nuit, c'était un moment d'égarement. Et il fallait certainement que ça arrive. Mais ça n'arrivera plus, c'est terminé. Il y a une photo de Michel sur le piano. Elle prend le cadre, elle lui dit, c'est à cause d'elle. Il lui dit, non, même pas. C'est même pas à cause d'elle. Donc là, à ce moment-là, elle sait qu'effectivement, il est avec sa sœur. Enfin, en tout cas, il a des projets avec sa sœur. Mais comme ils auront fait l'amour comme des animaux cette nuit, ma foi, elle pense qu'elle l'a récupéré. Il lui dit non. Il lui dit, c'est même pas à cause d'elle. Il dit, quand j'y réfléchis, j'étais tellement malheureux quand on s'est quittés. Je me suis mis du boulot jusque-là. Et au final, je me dis que peut-être je t'ai jamais aimé. Et là, elle part dans la salle de bain, elle s'effondre, elle pleure. Et il lui dit, allez, c'est bon, arrête ton cinéma, habille-toi, j'ai du boulot, viens, on s'en va. Il est sec avec elle, il est dur, il est impitoyable. Elle s'habille, ils descendent les escaliers. C'est à l'époque, tu sais, où en bas, il y a une petite loge avec une ouvreuse. Il lui baisse la tête comme ça pour que personne la voie. Il veut surtout que personne sache qu'elle était avec lui. Et il y a eu un jour où, dans cette grande salle de musique, il lui avait dit « je vais t'épouser ». Il lui avait donné un petit carnet. C'est un carnet pendant la nuit sur lequel il avait écrit Sophie avec son nom de famille à lui. Comme s'ils allaient mettre une enseigne sur la porte d'entrée, comme quoi elle allait porter son nom et qu'elle allait se marier. Il la laisse, bon, ça c'est pour te rappeler, et donc il la laisse sur le trottoir en lui disant « bon bah écoute, merci, hein, c'était bien, allez, un de ces jours ». Elle reste comme 2 ronds de flanc, quoi. Elle retrouve dans sa poche ce carnet où c'est marqué Sophie Meunier, c'est-à-dire son nom à lui, comme s'ils allaient se marier. Elle le prend, elle le déchire en se disant, elle le jette dans le caniveau en se disant, bon ben, c'est mort, quoi, c'est fini, plus jamais, il voudra plus jamais. Et puis elle marche comme ça, elle déambule, et elle traverse la rue et elle fait pas attention, elle se fait renverser par un bus. Donc les gens se jettent dessus, ouah, qu'est-ce qui se passe et tout, mais elle a rien, elle s'est juste cognée contre le bus, mais en fait, il n'y a rien de grave. Bref. Finalement, pour elle, c'est retour à la case départ. Donc, une petite parenthèse, j'ai ouvert les volets pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Finalement, pour elle, c'est retour à la case départ. C'est-à-dire qu'à nouveau, elle l'a encore perdu. Et elle va sombrer dans une dépression profonde. Elle va vraiment plus du tout avoir envie de rien.
Elle a bien compris que pour elle, c'est fini avec Antoine, qui va certainement se marier avec sa sœur. Et ses copains s'inquiètent un peu pour elle, mais voilà, ils se font pas non plus, ce sont des jeunes, ils ont 18, 19, 20 ans, ils se formalisent pas trop, ils se disent bon, ça lui passera, elle finira par l'oublier, mais elle n'arrive pas à l'oublier. Et puis un jour, elle se dit que finalement, il n'y a plus d'issue. Et rappelle-toi, elle avait quand même des instincts suicidaires, en tout cas à un moment quand elle voulait partir à Paris et que les parents n'ont pas voulu, elle a quand même avalé des cachets. Donc il y a quand même des moments où elle a des gestes un peu immatures, irréfléchis. Et puis elle a cette arme dans sa poche. C'est une petite arme, mais c'est une arme, je crois que c'est avec des plombs, mais ça peut suffire pour tuer quelqu'un ou pour se tuer soi-même. Elle a bien de plus en plus envie de se fiche en l'air. Elle en parle à ses amis, en tout cas un ami avec qui elle a eu quelques rapports, qui lui dit bon, arrête tes conneries, de toute façon ça sert à rien de se suicider, parce que de toute façon, une fois que tu es mort et que le spectateur y rentre, et ben de toute façon toi t'es plus là pour profiter de la scène. Alors ça ne sert à rien de te suicider, hein. Tout le monde s'en fout, une fois que tu es mort tu profiteras de rien. Et de toute façon, les gens t'oublieront très vite. Elle n'est pas bien. Et elle se dit, puisque c'est comme ça, puisqu'il s'en fout de moi, je vais aller face à lui, je vais me tirer une balle dans la tête devant lui. Tu vois, elle est encore jeune. Elle a des comportements un peu gamins, on va dire. Mais elle est désespérée parce qu'elle l'a tellement dans la peau. Elle a quand même passé 6 mois d'amour avec lui. 6 mois où elle était tous les jours avec lui. Et elle supportait tout. Et tous les jours, elle était dans son lit. Donc, c'est pas rien quand même pour quand tu as 18 ou 19 ans. Même quand tu as plus d'ailleurs. Mais là, elle est marquée, elle n'arrive pas. Et puis, elle le voyait tellement comme un homme brillant, comme un homme plus intelligent qu'elle. Elle avait l'impression qu'il pouvait la faire grandir. Donc, elle se méprise en fait. Maintenant, elle se méprise et elle se voit comme une petite crotte, tu vois. Et elle se dit, je vais aller me mettre une balle dans la tête devant lui. Ça sera bien fait pour lui. Et un beau jour, elle y va. Elle arrive devant la porte, elle entend parler, elle arrive devant la porte d'entrée de l'appartement, elle entend parler, et en fait, lui, il est avec un copain. Et ce copain lui dit, oh là là, il va y avoir un orage, je vais vite aller chercher du pain et du fromage, parce que sinon, on n'a rien à bouffer pour ce soir. Et Antoine sort sur le palier, il lui balance son impair, il lui dit, vas-y, prends ton impair, parce que sinon, tu vas te prendre la rincée. Le gars descend les escaliers, il s'en va. Et le temps que Antoine soit sorti sur le palier, Sophie, elle a eu le temps de rentrer dans l'appartement et elle s'est cachée derrière la porte. Antoine n'y a vu que du feu. Antoine rentre chez lui, rentre à l'intérieur donc de son petit appartement et il sent un truc derrière lui et il se retourne et il la voit. Elle lui dit, tu t'y attendais pas, hein. Il lui dit, qu'est-ce que tu fous là? Et ses copains, son pote en tout cas, lui a dit, fais attention. Il paraît qu'elle a une arme et le bruit circule qu'elle veut se foutre en l'air, elle veut se mettre une balle dans le crâne. Et lui, à plusieurs reprises, il a dit à son pote, tu pars de baliverne, elle fera rien du tout. De toute façon, je ne vais pas m'arrêter de vivre pour elle. C'est que du chantage affectif, j'en ai rien à faire. Elle et moi, c'est fini, je me marie avec sa sœur, qu'elle me foute la paix, qu'elle m'oublie. Et là, elle lui dit, tu t'y attendais pas, hein. Il lui dit, à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu veux faire? T'en as pas marre de me faire chier? Tu vois pas que tu m'empoisonnes la vie? Tu vas me foutre la paix une bonne fois pour toutes? Dégage, casse-toi. Elle lui dit non. Elle lui dit, puisque c'est comme ça, je vais mourir à cause de toi parce que t'es moche, tu vois rien. Il lui dit, tu te fous de ma gueule. Et elle a une petite pochette, un petit sac à main, il lui arrache des mains. Et là, il fouille, il cherche le flingue. Et il n'y est pas. Elle sort le flingue de sa poche et elle lui dit, c'est ça que tu cherches? Il lui dit, arrête tes conneries. Ou alors tire une bonne fois qu'on n'en parle plus, crève et fous-moi la paix. Il est odieux avec elle, odieux. Et au moment où il lui dit, fous-moi la paix, il lui tourne le dos. Et là, elle est prise d'un élan incontrôlable. Elle vide tout le chargeur sur le corps d'Antoine. Elle tire toutes les balles de son pistolet. Elle le tue. Une balle dans la tête, une balle dans les poumons. Elle lui envoie, je crois 6 balles dans le corps. Il s'effondre comme un château de cartes. Il s'effondre sur la table. Et là, Sophie, elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle va dans la cuisine, le seul réflexe qui lui reste, elle pleure, elle rit, elle sait plus ce qu'elle fait. Elle essaye de retourner l'arc contre elle, sauf que dans un moment de folie, elle a tiré toutes les balles. Il n'en reste plus pour elle. Elle ne peut même pas se foutre en l'air. Et là, elle jette le flingue. Elle s'écroule en pleurant, elle rit, elle pleure, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Elle va dans la cuisine et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le gaz. Elle ouvre le gaz et elle essaye de se suicider avec ça.
sauf que elle n'y arrivera pas. Elle va être récupérée par les pompiers. Ils vont la réanimer et elle va être incarcérée. Elle va aller en prison. Et il va se passer à peu près 18 mois avant que son procès ait lieu. Et au moment du procès, son avocat la défend de toutes les façons qu'il soit possible de la défendre. Il n'y a pas moyen, le procureur ne la lâche pas. Elle est accablée, humiliée devant tout le monde, traitée comme la reine des petites putes, la reine des petites salopes. Au moment où, excuse-moi tous ces gros mots, au moment où sa sœur vient témoigner, elle ne la sauve pas. Sa sœur lui dit « J'aurais voulu te sauver, j'aurais voulu, mais tu m'as volé mon amour, tu me l'as tué, je te pardonnerai jamais, va en enfer. » Même sa sœur. Et donc, va y avoir des délibérés, et il va falloir attendre plusieurs heures, voire même une nuit, et donc elle est ramenée en cellule. Elle est ramenée en cellule pour attendre finalement le jugement final, donc savoir si elle est coupable ou pas, enfin, condamnée pour le fait d'être coupable d'un homicide volontaire, et voire même prématuré, pas prématuré, programmé, quoi, tu vois. Mais elle attend pas. Elle n'attend pas d'avoir le jugement. Elle est tellement désespérée de savoir que de toute façon, plus jamais elle le reverra. Et comme elle dit à sa sœur au moment dans le tribunal, de toute façon, vous êtes tous morts. Il n'y en a aucun de vous qui a connu l'amour. Moi, j'ai connu l'amour avec vous. Vous pensez qu'il s'est moqué de moi, ou vous pensez qu'il n'avait rien à faire de moi, ou que je suis une petite traînée. Mais moi, j'ai vécu, au moins je l'ai aimé. Et je sais qu'il m'a aimé. Et je sais que ce n'est pas ma sœur qui l'aime, c'est moi. Elle est dans un état... elle est anéantie, en colère, dégoûtée, désespérée, au point de, quand la dernière nuit arrive, et que elle sait que le lendemain il y aura un jugement, elle a bien compris qu'ils étaient tous contre elle. Alors elle écrit une lettre pour le juge, en expliquant que de toute façon, elle sait qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'a pas su se défendre, qu'elle n'a pas su s'y prendre avec Antoine, elle n'a pas su s'y prendre avec ses parents, elle n'a pas su s'y prendre avec sa sœur non plus, elle a tout perdu, et du haut de ses même pas 20 ans, eh ben, elle préfère abandonner et rejoindre Antoine, et elle s'ouvre les veines. Et elle meurt en prison. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Donc, dans une prochaine vidéo, je te dirai éventuellement quelle était cette histoire. Si elle sort d'un film, d'un fait divers que j'ai lu quelque part, ou de mon imagination. Pour l'histoire précédente, en fait, beaucoup d'entre vous l'ont découvert, l'ont compris. C'est l'histoire du film de La femme d'à côté, de François Truffaut. Je crois que c'est un film qui a été fait en 1978. Voilà. Je te retrouve dans les commentaires, on papote, on parle de cette histoire, peut-être que tu découvriras ou pas où est-ce que j'ai été piocher cette histoire, à moins qu'elle sorte tout droit de mon imagination, je te préviens, j'en suis tout à fait capable. Voilà, je te fais un gros bisou, je te dis à tout de suite dans les commentaires et à bientôt pour une autre histoire, ou éventuellement à très bientôt sur mon autre chaîne Dom la Voyante sur laquelle je fais des vidéos de prédiction. Bisous, bye bye.